Alors bonjour Lacossi, je me présente Mathieu Gauthier-Pilote de Facile. Facile est un organisme sans but lucratif qui fait la promotion des logiciels libres au Québec. Je vais être votre formateur pour ce petit cours en accéléré sur les logiciels libres dans un contexte d'organisme sans but lucratif. La présentation que je vais vous donner va se découpe en trois parties. La présentation va être d'environ 1 heure et donc à peu près 20 minutes par partie. Dans la première partie, je vous parle du logiciel libre, de sa philosophie, de son mouvement international et de ses principaux acteurs et actrices au Québec. Acteurs et actrices, je vais nommer des personnes, mais principalement des organismes, des associations, des entreprises, des projets, des communautés de logiciels libres, des projets de logiciels libres. Ensuite, dans la deuxième partie, je vous parle des services en ligne libres, éthiques, décentralisés et solidaires qui sont disponibles dès maintenant pour remplacer les services gratuits, entre guillemets, des Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, les GAFAM, qui ne sont gratuits dans leur cas que parce que c'est vous le produit comme tout le monde le sait. Et dans la troisième partie, je vous présente des systèmes d'exploitation entièrement libres pour ceux et celles qui voudraient aller plus loin que simplement utiliser des services en ligne, souvent à travers le web, donc à travers votre navigateur web. Et voilà, donc je commence tout de suite avec la première partie sur la philosophie, le mouvement, les acteurs et actrices du logiciel libre. Alors, nous sommes chanceux, il y a une définition formelle de ce qu'est un logiciel libre. Donc, la différence entre un logiciel qui est libre et un logiciel qui ne l'est pas est donc très simple. Le logiciel est dit libre lorsqu'il respecte les libertés fondamentales au nombre de 4 de ses utilisateurs et utilisatrices. Si vous, en tant qu'utilisateur ou utilisatrice, vous avez la liberté de l'exécuter pour tous les usages, d'en étudier le fonctionnement en vue de le modifier éventuellement, donc pour corriger des bugs ou pour améliorer des fonctionnalités ou ajouter des fonctionnalités manquantes, l'adapter à vos besoins, éventuellement le traduire dans une autre langue, etc. Si vous avez la liberté d'en redistribuer des copies, donc d'aider votre voisin, et ultimement la liberté de redistribuer aux autres des copies de vos propres versions modifiées, donc peut-être avec des corrections de bugs. Si vous avez toutes ces libertés-là, vous êtes en train d'utiliser un logiciel libre. Et les autres logiciels, les logiciels non libres ou logiciels privateurs de liberté, ou des fois logiciels propriétaires, c'est-à-dire une mauvaise traduction de proprietary software, donc des logiciels qui ont des propriétaires, contrairement aux logiciels libres qui ont des auteurs, mais pas de propriétaires. Il y a donc une nuance importante. Et en employant le mot auteur, je passe tout de suite à la question des licences de logiciels libres. Donc, ça s'incarne comment cette histoire de liberté des utilisateurs et utilisatrices d'appareils numériques, c'est par le contrat de licence entre vous et l'utilisateur, donc, ou l'utilisatrice, et le développeur ou l'équipe de développeurs et de développeuses à l'origine du logiciel. Donc, dans le merveilleux monde du logiciel pas libre, on a des contrats de licence qui sont essentiellement une liste d'interdits. Ça nous dit, par exemple, je donne un exemple très concret, j'ai un Macintosh, on va dire, et puis je passe à la prochaine version de macOS. Et puis, donc, je me suis procuré une copie de la nouvelle version, on va dire 10. Je ne sais plus où on est rendu d'ailleurs, 10.11 on va dire. Et je l'installe, et puis une des premières choses qu'on me demande de faire, c'est d'accepter un contrat de licence. Ça, c'est la partie que les gens généralement ne lisent pas, parce que d'abord, c'est illisible.
C'est écrit très petit, c'est incompréhensible, mais il faut lire ce qui est écrit là pour comprendre la différence entre un logiciel libre et un logiciel pas libre. Dans le contrat de licence d'un logiciel qui n'est pas libre, on a une liste d'interdits. Ça nous dit essentiellement je suis le propriétaire de ce produit, on va dire Apple donc est propriétaire de macOS. Vous n'êtes même pas propriétaire de la copie que vous venez d'acheter. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est avoir quelques droits d'utilisation restreints de ma propriété. Donc, c'est concédé sous licence et non pas vendu. C'est-à-dire qu'on a un droit d'utilisation limité. C'est ce qui est vendu par la licence, c'est un droit d'utilisation. Mais c'est surtout une liste d'interdits. Interdit de prêter, louer, concéder à un tiers, décompiler, désassembler, contourner les restrictions techniques du logiciel et évidemment copier, faire des copies. À l'exception de, dans certains États, je crois que c'est toujours le cas au Canada aux dernières nouvelles, vous avez le droit de faire des copies de sauvegarde. Donc, il y a au moins ce droit de copier minimal, de se faire une copie de sauvegarde pour ne pas avoir à racheter une deuxième fois quand on a perdu sa copie. La licence de logiciel libre, c'est l'envers, et ça a été littéralement conçu pour être l'envers d'une licence de logiciel pas libre. C'est une licence qui dit je suis le développeur et je reconnais la valeur très grande de la liberté pour vous d'utiliser, d'étudier, de modifier, de redistribuer des copies, etc. Donc c'est le contraire, ça protège les libertés. Et ce que vous voyez dans le petit schéma, là, c'était, bon, ça nous montre que les contrats de licence relèvent du droit privé, mais les licences de logiciels libres relèvent du droit d'auteur ultimement, qui est un droit public. C'est international, là, il y a des conventions internationales autour du copyright, donc c'est mondial. Et il y a donc une grande catégorie qui est le droit d'auteur. Après, il y a des sous-catégories. Il y a les licences qu'on pourrait dire libres versus les licences qu'on pourrait dire privatrices de liberté d'un côté. Et ensuite, il y a des distinctions entre différents types de licences de logiciels libres. Et vous voyez un grand encadré rouge qui dit gratuité. Donc, oui, la gratuité est un peu une conséquence du fait qu'on autorise la liberté, mais voyez que la gratuité peut s'appliquer aussi aux licences de logiciels pas libres. Pourquoi? Parce que des fois, les éditeurs de logiciels pas libres font ce qu'on appelle en bon français des gratuiciels, qui est le beau mot proposé par l'Office québécois de la langue française pour traduire freeware. Et c'est-à-dire, vous pouvez le télécharger gratuitement. Mais vous pouvez le télécharger gratuitement, le logiciel, comme par exemple, il y a une époque où tout le monde allait télécharger le navigateur web Netscape ou Internet Explorer parce que, bon, c'était ce qui était souvent téléchargé sur Internet, mais il y en a plein des gratuiciels. Mais les gratuiciels ne sont pas nécessairement des logiciels libres parce que si c'est gratuit, tout ce que ça veut dire, c'est que dans le cas d'un logiciel qui n'est pas libre, l'éditeur vous donne le droit de faire une copie, mais vous êtes quand même absolument interdit d'étudier son fonctionnement, de le modifier, de l'adapter, etc. Même de savoir même comment il fonctionne vraiment, qu'est-ce qu'il fait vraiment dans votre ordinateur, ce logiciel-là. Et ça m'amène à un point, le dernier point dont je vais traiter pour faire les contours là, comment dire, de définition de qu'est-ce que sont les logiciels pas libres. Il faut savoir que s'il y a des gens qui ont développé des logiciels libres, c'était en réaction donc aux logiciels qui ne le sont pas. Et il faut savoir que les logiciels qui ne sont pas libres, règle générale, contiennent des fonctionnalités malveillantes. Donc, on ne peut pas savoir comment les logiciels non libres fonctionnent parce que les logiciels non libres ne nous donnent pas accès au code source. Je reviens à la diapo précédente. Vous voyez que il y a quelques-unes des libertés dont j'ai parlé. La liberté 1 qui nécessite l'accès au code source. Même chose pour la liberté 3. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du code source des logiciels? Qu'est-ce que c'est d'abord, très rapidement, qu'est-ce que c'est un code source et pourquoi est-ce que ça fait toute la différence de pouvoir y avoir accès et de le repartager? Donc, quand on utilise un logiciel et qu'on double-clique sur une icône et qu'on lance le logiciel en mémoire et qu'il se met à fonctionner,
ce qu'on lance en mémoire, c'est le fichier binaire du logiciel. Donc, c'est-à-dire la série de 1 et de 0 qui est interprétée par le processeur dans votre appareil numérique. Ça, c'est presque inintelligible pour les informaticiens, même si on a 3 doctorats dans le domaine. On peut assez difficilement partir de la suite de 1 et de 0 et comprendre qu'est-ce que fait vraiment le logiciel. Il y a toutes sortes de méthodes pour essayer de le faire. On appelle ça de la rétro-ingénierie, mais c'est vraiment pas pratique. Ce qu'on veut, c'est l'accès au code source, c'est-à-dire ce qui a été véritablement écrit par les développeurs. Le code, donc, c'est un code, c'est un langage. Pensez à un langage codifié, là, un peu comme le droit. Le droit, c'est un peu un langage codifié. Bon, il y a un code qui est le code des langages de programmation. Celui-là, il est plus lisible. Il contient des fonctions, des variables, etc., mais surtout de la documentation c'est les informaticiens qui se parlent à eux-mêmes là, à travers le code en mettant des commentaires, en expliquant qu'est-ce que le logiciel fait et pourquoi il le fait comme il le fait. Et ça permet de vraiment savoir ce que fait un logiciel quand on l'exécute sur son ordinateur. Et je viens de dire, peut-être ce qui est le plus important, c'est que les logiciels libres nous donnent des garanties plus grandes de comprendre ce que font vraiment les logiciels sur nos appareils numériques, ce qui est pratiquement, dans les faits, pratiquement impossible sans le code source. Ce qui veut dire que les gens qui mettent en marché des logiciels sans nous donner le code source, ils gardent secret quelque chose qui est absolument essentiel si on veut établir un lien de confiance entre le développeur et l'utilisateur. Et la réalité produit comment dire, un nombre incalculable d'exemples d'abus de pouvoir des développeurs, ou plutôt des propriétaires, c'est-à-dire les entreprises qui embauchent les informaticiens, d'abus de pouvoir des développeurs, ou plutôt de leurs propriétaires, envers les utilisateurs. Et ça peut être des choses qui peuvent paraître inoffensives, par exemple comme pister les utilisateurs, un peu pour comprendre qu'est-ce qu'ils font avec les logiciels, et on prétend que c'est pour améliorer les logiciels, ce qui est vrai évidemment, mais on ne vous a jamais demandé votre consentement. Effectivement, c'est certain que d'étudier ce que font les gens au jour le jour avec un logiciel, ça permet d'améliorer ultimement l'expérience utilisateur, mais c'est pas éthique du tout de le faire sans demander la permission. Ensuite, ce que je viens de vous donner comme exemple, c'est loin d'être le pire. Je vais sortir tranquillement de ma présentation pour vous montrer sur le site de la Free Software Foundation, qui est à l'origine du mouvement pour le logiciel libre. Plutôt le site du système d'exploitation GNU, donc le principal projet soutenu par la Free Software Foundation. On a ici des grandes catégories d'injustices ou de techniques qui sont utilisées par les développeurs de logiciels privateurs de liberté, qui nous montrent que le logiciel privateur est souvent malveillant. On peut presque dire que c'est la norme. Ça va de programmer le logiciel de sorte à créer une addiction. Ça va d'insérer dans un logiciel ce qu'on appelle des portes dérobées, des backdoors en anglais. Donc, vous pensez que vous êtes maître de votre ordinateur, mais en fait, vous ne l'êtes pas parce qu'on s'est réservé des portes d'accès à votre ordinateur sans vous le dire. Il y a possibilité de censure à travers le logiciel, possibilité de, enfin, vous voyez toutes les catégories ici, dissimulation, tromperie, incompatibilité, insécurité, ingérence, sabotage délibéré, c'est-à-dire délibérément on a handicapé le logiciel pour qu'il performe moins bien parce qu'on en a un autre qu'on veut vous vendre. Des fois, ce qu'on veut vous vendre, c'est un autre produit. C'est le même logiciel distribué sur différents produits. Il y a un produit pour les riches et un produit pour les moins riches. Et bon, bref, ça va très loin dans les abus. Et les sociétés, c'est les sociétés, les plus grandes sociétés américaines, Adobe, Amazon, Apple, Google, font tout ça, tout a été pris en défaut. Ça s'est retrouvé devant les tribunaux dans certains cas. Voilà. Donc, c'était le petit détour pour vous montrer que c'est pas juste une question abstraite, il y a des questions très très concrètes derrière ça. Alors, on revient et je termine donc avec
un petit léger détour vers l'histoire pour vraiment vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. Je vais vous parler du moment où le logiciel non libre émerge. Donc, on peut dire que la date, c'est 1969. Donc, j'ai noté ici 76, mais ça, c'est la deuxième date dont je vais vous parler. Il y en a trois dont je vais vous parler. Donc, 1969, c'est le moment où IBM est décide, donc un peu avant 69, IBM est devant les tribunaux poursuivi pour pratiques non concurrentielles par le gouvernement américain. Et en 69, peu de temps après le lancement de la poursuite, IBM va changer de stratégie. Ils vont lâcher du lest, si on veut. Ils vont faire traîner cette histoire-là devant les tribunaux jusqu'en 83, mais entre-temps, ils vont changer de comportement en 69 en mettant en marché des ordinateurs qui viennent, au lieu de venir préinstaller avec tous les logiciels dont vous pourriez rêver, ils viennent préinstaller uniquement avec le système d'exploitation. Et ça, c'était demandé par tout un ensemble de développeurs de logiciels qui voulaient, eux, commercialiser leur logiciel et en avoir le contrôle, l'exclusivité. Et donc, ils accusaient IBM d'être en situation de monopole, il l'était dans les faits, et d'empêcher l'émergence d'un marché concurrentiel de logiciels applicatifs. Donc, IBM se met à vendre des ordinateurs. On est en 69, donc on est à l'époque, là, ça va être la révolution de la micro-informatique bientôt. On va commencer à vendre des ordinateurs un peu partout. Au début, il y avait que les grands mainframes d'IBM, les grands ordinateurs centralisés que seuls les banques et les grandes entreprises et les gouvernements, les États pouvaient acheter et quelques universités bien dotées. Et là, il va y avoir une révolution de micro-informatique et c'est là que va émerger le logiciel qui n'est pas libre. Jusque-là, on peut dire que le logiciel était libre, mais personne ne s'en rendait compte parce qu'on n'avait pas encore attaqué les libertés des utilisateurs de logiciels. Donc, dans le milieu, dans la culture même d'IBM, on vendait un ordinateur à, on va dire, une banque, et puis la banque avait payé un assez bon prix pour la machine. Donc, il allait de soi que le logiciel était fourni avec le code source, qu'on peut voir un peu comme pratiquement le manuel d'instruction de la machine, c'est-à-dire qu'est-ce que typiquement on achète un appareil et puis un manuel d'instruction, on doit quand même spécifier un peu comment ça fonctionne, et le code source des logiciels, ça permettait de donner vraiment, de comprendre tout ce qui était possible de faire avec un ordinateur. À partir de l'émergence donc du marché des logiciels applicatifs, là, la culture va changer et il va se produire un phénomène c'est complexe, mais disons que le moment, un tournant qui est significatif, c'est 1976. Alors, on voit que Bill Gates est sur le point de fonder Microsoft en 78, mais il est déjà dans l'idée d'être un entrepreneur et de se spécialiser dans le logiciel. Il va écrire une lettre ouverte aux hobbyistes, c'est-à-dire aux amateurs d'informatique, aux gens qui sont tellement passionnés d'informatique qu'ils ont un ordinateur à la maison, ce qui était très rare à l'époque, et puis ils s'amusent littéralement avec leur ordinateur pour lui faire faire, donc l'ordinateur peut faire une quantité incroyable de choses, mais il y a une époque où tout ça était nouveau, donc il y avait une culture de partager le code source, partager l'information sur voici comment j'ai fait telle et telle chose avec mon ordinateur, et il y avait une culture qu'on appelle la culture des hackers, qui était la culture d'amener l'ordinateur à faire des choses inédites et pas toujours utiles, pas toujours productives, donc des choses qui pourraient être amusantes, comme par exemple l'industrie du jeu vidéo. C'est les hackers qui ont fait qu'à un moment donné, il y a eu des jeux vidéo. C'était clair que c'était pas productif d'avoir des jeux vidéo, surtout pas au travail, mais il y a des hackers qui l'ont fait pour montrer ils voulaient montrer que c'était possible. Il y avait un défi à relever, c'était de faire un jeu de Tetris, on va dire, là, sur un ordinateur. Donc, et tout ça va être réprimé par la loi, là, mais aussi par une transformation de culture et par l'embauche massive des hackers. Donc les hackers vont se faire embaucher par la nouvelle industrie du logiciel. Et là, on est en 76 et Bill Gates n'est pas content parce que la culture de hacker ne veut pas mourir. Elle ne se laisse pas attaquer
trop facilement. Donc, il y a des gens qui sont tellement habitués de partager le logiciel qui continuent de partager les logiciels et même de faire circuler illégalement le code source des logiciels sans se soucier du droit d'auteur des entreprises là, qui sont en train d'émerger. Et donc, on a ce moment tournant qui est la Open Letter to Hobbyists qu'on peut lire sur Internet. Là. Donc, c'est Bill Gates qui dit aux gens arrêtez de pirater dans les. Pour résumer, là, arrêtez de pirater, c'est pas gentil et vous empêchez l'émergence d'un marché concurrentiel qui va être à l'avantage de tout le monde. Ce qui est très drôle aujourd'hui parce qu'on sait que Bill Gates va être à la tête d'un monopole avec le système d'exploitation Windows. Pour la concurrence, on en reparlera. Et le troisième moment dont je vais vous parler, c'est un moment important, c'est le moment où il y a Richard Stallman qui, lui, va constater que la culture des hackers est en train de disparaître. Il réalise, il prend conscience qu'il avait joui d'une grande liberté en tant que hacker au laboratoire d'intelligence artificielle du MIT. Et là, lui, il n'est pas d'accord. Il veut protester, il veut faire quelque chose pour ramener la liberté dans le champ du développement et de l'utilisation du logiciel. Et de manière très idéaliste, il va lancer le projet de développer un système d'exploitation entièrement libre, le système d'exploitation GNU, en 83. Et là, on voit le jeune Richard Stallman ici c'est un reportage qui s'appelle Hackers, Wizards of the Electronic Age, qui avait été diffusé pour la première fois en 86 sur PBS aux États-Unis. Et Richard Stallman est présenté en 86 comme The Last MIT Hacker, donc le dernier hacker du MIT, ce qui est à peu près vrai. Et là, donc ça fait quelques années, il a lancé le projet GNU, le projet d'un système d'exploitation entièrement libre. Le système d'exploitation GNU va être long à développer, c'est quand même complexe comme système à développer. Et vers 91, il va être à peu près complet grâce à la disponibilité du dernier composant manquant qui était le noyau du système d'exploitation Linux. Donc, en combinant GNU avec Linux, on a un système complet. Et là, je vous donne j'avais dit 3 dates, je me suis trompé, 4. La dernière, c'est 1998. Donc, ça, je pourrais en parler pendant des heures, mais je fais une toute petite parenthèse pour vous dire, parce que vous allez voir et entendre, vous avez probablement déjà vu ou entendu, peut-être, l'expression open source. Pourquoi est-ce que dans le monde anglophone, on dit pas vraiment free software, comme c'était le cas au début du mouvement des années 80, c'est qu'on on va prendre prétexte de l'ambiguïté de free software en anglais, free voulant dire à la fois gratuit mais aussi libre, donc il y a une ambiguïté qui est réelle. On va prendre prétexte de ça pour proposer un nouveau vocable. On va parler de open source software. Mais il faut savoir que les gens qui proposent ce vocable-là ne veulent pas juste se débarrasser d'un terme ambigu. Ils sont aussi en concurrence idéologique avec la Free Software Foundation et la philosophie du logiciel libre. Alors, pour résumer, parce que c'est une question complexe, en 98 émerge l'Open Source Initiative. C'est eux qui proposent le vocable open source, qui va vraiment largement se diffuser dans la langue anglaise, au point qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de free software, à part ceux qui sont très proches de la Free Software Foundation. Mais il faut savoir que le logiciel libre et le logiciel open source, c'est la même chose et c'est pas la même chose. Donc, c'est la même chose si on parle des projets de logiciels. Les logiciels eux-mêmes, ce sont généralement les mêmes. C'est-à-dire que les licences qui sont reconnues comme des licences de logiciels libres par la Free Software Foundation sont les mêmes que les licences qui sont reconnues comme des licences open source par la licence Initiative. Mais il y a des différences idéologiques. Pour aller très rapidement, on peut dire que le mouvement pour le logiciel libre avait une vision politique. C'était donc pourquoi est-ce qu'on développe le logiciel libre? C'est pour des grandes raisons d'éthique et on considère que c'est pas éthique de développer du logiciel qui ne respecte pas les libertés des utilisateurs et donc on attaque les grandes entreprises qui sont propriétaires des logiciels et on ne se gêne pas pour les dénoncer, alors que dans le milieu open source, on considère que
Oui, bon, c'est peut-être vrai tout ça, mais il reste que ultimement, il y a une logique de marché, il y a un milieu des affaires, et ces gens-là n'entendent pas de toute façon qu'on leur parle d'éthique. Donc, ne perdons pas notre temps avec ça. On va plutôt leur parler des avantages du logiciel libre en termes d'efficacité économique, de, de, de qualité de logiciel. On va dire, si les logiciels libres méritent de l'emporter, ça va être parce qu'ils vont être sur le marché les meilleurs produits, etc. Donc, ça vous donne une idée, là, c'est un peu une faction qui a émergé dans le mouvement du logiciel libre pour euh, cesser de faire peur à la grande industrie. Et il faut dire aussi, il y a un contexte, là, donc il commence à y avoir beaucoup d'argent qui se brasse dans le milieu du logiciel libre parce qu'il y a plein d'argent il y a plein d'argent à faire avec du logiciel libre autour de tous les contrats de service autour des logiciels. Donc, il y a des gens qui commencent à vouloir cesser d'être perçus comme des barbus rebelles et qui veulent être perçus comme des gens sérieux avec qui on peut faire affaire. Donc, vous voyez un peu le contexte. Et voilà, donc ça c'est les grandes lignes. Pour résumer, donc il y a un discours qui est le discours de la Free Software Foundation et de Richard Stallman, qui parle d'éthique et de liberté des utilisateurs et des utilisatrices. Et de l'autre côté, il y a un discours qui a été pensé pour convaincre les gens d'affaires principalement dans l'industrie de l'informatique. Il faut vivre avec cette concurrence idéologique. Voilà, donc je vais parler des acteurs et des actrices en allant très rapidement. Donc, je ne vais pas vous parler du schéma qui est là. Ça, c'était juste pour avoir une image. C'est trop petit pour vous, mais c'est une image qui circule beaucoup sur Internet là, pour essayer de montrer qu'est-ce que c'est que le logiciel libre et comment ça fonctionne, comme, les communes. Donc, il y a différents rôles dans les communautés de logiciels libres. Il y a ceux qui sont des développeurs, il y a ceux qui sont, ça correspond à des métiers aussi, là, des administrateurs de système. Il y a les utilisateurs, ça c'est vous, c'est moi. Il y a des testeurs et les traducteurs. Il y a tout un secteur marchand et tout un secteur non marchand. Donc, il y a un secteur non marchand, ça c'est quoi? C'est les associations de développeurs ou d'utilisateurs, les fondations qui soutiennent, fondations privées sans but lucratif qui soutiennent le développement de certains logiciels libres. Il y a peut-être les universités, les milieux des étudiants. Il va y avoir beaucoup de développement de logiciels qui va se faire dans un contexte où les apprentis informaticiens et informaticiennes se mettent les mains dans le code pour développer des compétences, mais pas nécessairement pour essayer de monter des entreprises. Ensuite, il y a un secteur marchand parce que il y a pas toujours un marché de services autour d'un logiciel. Je donne souvent l'exemple de la calculatrice. Donc, sur votre ordinateur de bureau, Windows ou macOS, vous avez une calculatrice. Donc, les gens qui développent une calculatrice ne peuvent pas vraiment espérer vivre de leur métier. Parce qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas besoin de recevoir de formation pour utiliser la calculatrice. Quoique, il y a des gens qui auraient besoin de... Ça peut être complexe, il y a des fonctions scientifiques dans une calculatrice, mais bref, règle générale, certains logiciels, les logiciels d'entreprise, par exemple une suite bureautique complète, des logiciels spécialisés, on appelle ça des fois les logiciels métiers, vont avoir tout un marché parce qu'il faut non seulement le développer, mais une fois qu'il est développé, le logiciel, il faut le maintenir, corriger les bugs, corriger les failles de sécurité, former les utilisateurs et les utilisatrices, fournir du soutien technique, etc. Donc, il y a tout un marché autour d'un logiciel. Donc, le logiciel peut être entièrement libre, mais ça ne veut pas dire qu'il est gratuit du tout. Et il y a donc un secteur marchand. Il y a des entreprises qui sont développées. Et disons que les deux grandes catégories, c'est les entreprises de services. Donc, les entreprises qui, comme telles, ne proposent pas vraiment un logiciel, mais plutôt des services sur des logiciels existants. Et donc, ils participent à la communauté des logiciels libres en offrant le support, la formation, en faisant des modifications sur mesure pour les entreprises, peut-être de tel ou tel logiciel. Ensuite, il y en a qui se sont spécialisés dans l'édition. Donc, il y a des entreprises qui ont trouvé un modèle économique viable pour vraiment proposer des logiciels libres et
Voilà. Ensuite, il y a tout un milieu qu'on pourrait dire le milieu des militants. Donc, on peut dire que moi, je suis, en tant que président du CA, mais surtout membre de l'association Facile, je suis un militant du logiciel libre. Facile qui a des homologues à l'international, principalement la Free Software Foundation basée aux États-Unis, qui a des sections internationales. Il y a la Free Software Foundation Europe, Free Software Foundation Amérique latine, Free Software Foundation Inde. Ensuite, en France, il y a une Free Software Foundation France, mais elle est tout petite à côté d'un autre organisme qui est assez important qui s'appelle l'April. Donc, Facile ressemble beaucoup à l'April en termes de structure, de mission, à la différence que l'April est beaucoup plus gros. Eux, ils ont des permanents, des salariés. Nous, on n'est que des bénévoles. Il y a la Open Source Initiative, dont je vous ai déjà parlé. Bon. Ensuite, il y a des organismes qui sont dédiés à l'aide légale donc, ou l'administrative. C'est que beaucoup de projets de logiciels libres qui sont essentiellement animés par des informaticiens, des informaticiennes, des développeurs et développeuses. C'est pas des gens qui sont nécessairement des avocats, des juristes. Donc, il y a des organismes qui sont spécialisés dans la fourniture de soutien légaux et administratifs pour que les développeurs puissent faire leur truc tranquille. Et voilà. Et il y en a, il y a le Software Freedom Conservancy aux États-Unis, il y a Software in the Public Interest, etc. Il y a aussi, donc il y a des organismes qui sont dédiés là-dedans, mais il y a aussi des organismes comme les fondations qui des fois ont leur propre aide aide légale, aide administrative, là, comptabilité, tout ça. Par exemple, je donne un exemple, vous connaissez peut-être probablement le logiciel WordPress. Donc, il y a une WordPress Foundation. Donc, WordPress est un logiciel énorme, une très grande communauté d'utilisateurs. Donc, eux, ils ont leur propre service juridique, leur propre conseiller juridique, conseiller finance et machin. Et ensuite, il y a quoi? Il y a du financement participatif. Donc, il y a des logiciels libres qui se sont financés grâce à des campagnes de financement participatif sur les plateformes de financement les plus connues, là, Kickstarter, Indiegogo et compagnie. Mais il y en a qui ont été développés spécialement pour le logiciel libre. J'en ai trois en tête. Là. LibreAP, qui est un projet français, européen à la base, mais qui est international. Ça, c'est vraiment des dons récurrents. C'est dans le but d'essayer de donner un revenu à peu près stable là, à des développeurs. Donc, ensuite, il y a Open Collective, ça c'est assez récent, c'est un peu le même principe que LibreAP. Il y a Goteo qui est une plateforme qui est axée sur les biens communs, donc il y a des logiciels libres qui se sont financés à travers Goteo. Bref, ensuite il y a des événements. Alors, c'est quoi les événements? Il y a des événements, c'est souvent par exemple, pour prendre encore une fois l'exemple de WordPress, il y a une espèce de grande messe annuelle qui est la grande conférence des développeurs de WordPress. Mais à l'échelle internationale, il y a aussi les WordCamp. Donc, dans plusieurs villes, à une échelle plus décentralisée, il y a des journées WordCamp, c'est-à-dire des journées où il y a des ateliers de formation, de partage d'informations. Les gens viennent présenter leurs projets, etc. Ensuite, il y a des grandes rencontres internationales comme les rencontres mondiales du logiciel libre, les RMLL en Europe, en France. Il y a FOSDEM qui est, je crois que c'est en Belgique. Il y a, nous, au Québec, Facile est un acteur là, dans l'organisation d'événements. On organise la Semaine québécoise de l'informatique libre en septembre. Et il y a une journée, la Semaine québécoise de l'informatique libre débute par la Journée internationale du logiciel libre, qui est toujours le troisième samedi de septembre. Ensuite, il y a toutes sortes d'événements qu'on appelle souvent des meet-up, donc c'est des rencontres souvent mensuelles. Il y en a plein qui sont destinés aux gens dans l'industrie, là, qui n'intéressent pas monsieur et madame tout le monde, mais il y a quand même des meet-up qui sont destinés à un public plus large. À Québec, il y a un organisme qui s'appelle Linux qui se consacre principalement à ça. À Montréal, il y avait le club Linux Atomique qui faisait la même chose un peu que Linux, mais ils se sont dissous, ils ont fusionné avec Facile. Et donc, le club Linux Atomique continue un peu ses activités
sous le nom de les rencontres du libre, sur une base mensuelle. C'est en redémarrage en ce moment là. Ensuite, il y a des médias. Bon, je pourrais en parler longtemps, mais pour les francophones, il y a linuxfr.org qui est une bonne source. C'est un mélange de nouvelles qui pourrait intéresser un peu tout le monde, mais de nouvelles aussi assez geek là. Et celui qui est plus accessible encore et qui intéressera plus le grand public, c'est le Framablog. Et je vais revenir là-dessus. Framablog. Et voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Alors j'ai pris un peu plus que 20 minutes, c'est difficile de mettre ça dans 20 minutes, en passant surtout par l'histoire, mais ça me semble important. Donc on arrive dans la deuxième partie, qui est la partie vraiment où là on sort un peu de la théorie. Là, j'ai fait un portrait, si on veut, du milieu du logiciel libre et de la philosophie, de quelques enjeux et de l'histoire. Maintenant, on rentre dans le concret pour les deux prochaines parties. Donc, je vais tout de suite débuter par le projet qui est le plus intéressant pour monsieur et madame tout le monde. C'est... où est-ce que c'est? Bon, ça y est. Ah, voilà. Donc, de plus en plus, les gens utilisent les logiciels sous forme de services en ligne. Donc, c'est né le phénomène est né de ce qu'on appelle le virage vers la mobilité. Donc, aujourd'hui, il y a plus de téléphones intelligents et de tablettes qui sont vendus que d'ordinateurs, ce qu'on appelait typiquement un ordinateur dans le bon vieux temps, là, c'était le poste de travail ou l'ordinateur portable, là, le laptop ou les serveurs là, qui sont destinés donc plutôt aux professionnels. Aujourd'hui, c'est principalement des appareils mobiles, téléphones, tablettes, aussi des liseuses là, pour les livres, mais c'est quand même c'est vraiment le téléphone qui est le gros marché. Et donc là, de plus en plus, les gens utilisent des services en ligne et dans le mouvement du logiciel libre, on a voulu réagir à ça. Donc le contexte, c'est les révélations d'Edward Snowden de l'été 2013. Ça l'a fait connaître au monde entier l'état de la surveillance de masse de la part des agences de renseignement, mais aussi des géants du numérique pour pister, profiler nos comportements sur Internet. Et chez Framasoft, c'est une association, c'est l'équivalent d'un OSBL en France. Eux, ils étaient déjà connus un peu dans le milieu du logiciel libre à travers quelques projets comme Framalibre, qui est un catalogue de logiciels libres, dont je vais reparler plus tard. À l'époque, il n'y avait rien en français, donc ils ont fait un bon catalogue qui permet de savoir qu'est-ce qui existe comme logiciel libre en français. Ensuite, ils sont allés plus loin. Eux, ils sont dans le logiciel libre, mais ils sont dans la culture libre en général. Donc, ils prônent pas simplement les libertés des utilisateurs d'appareils numériques, mais aussi le savoir libre, comme par exemple le Wikipédia, qui est un bon exemple de savoir libre, ou OpenStreetMap, qui est la cartographie libre, donc pour concurrencer Google Maps. Et éventuellement, donc, arrive la révélation d'Edward Snowden en 2013. Ils ont aussi une maison d'édition, ils ont Framabook, littéralement, ils ont une maison d'édition qui produit des livres, qui édite des livres sous des licences libres, donc que vous pouvez librement partager. Donc, ils sont à fond dans la culture du libre et ils lancent le projet Dégooglisons Internet. On est en 2014. Alors, nous, on est au Québec, facile, on entend parler de ce projet-là, on est absolument enthousiaste. On a donc fait venir le délégué général de Framasoft, Pierre-Yves Gosset, à venir nous faire une conférence sur Dégooglisons Internet en 2015, durant la Semaine québécoise de l'informatique libre. Et à l'époque, quand on allait visiter le site Dégooglisons Internet.org, on atterrissait sur ça, qui est, donc beaucoup de gens vont reconnaître
Astérix et Obélix. Donc c'est la carte de la Gaule romaine occupée par l'Empire romain, mais adaptée, c'est-à-dire c'est la France à l'ère du Web 2.0, occupée par l'Empire de la NSA, donc l'étendard de la NSA. Et au lieu d'être le village gaulois entouré des camps retranchés romains, petits bonhommes, Babaorum et compagnie, c'est le village libriste entouré des camps privatum, espionum, centralisatum, fermetum. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Framasoft? Pendant 3 ans, dans le cadre d'une campagne, ils ont fait un travail qu'on appelle de la médiation numérique. Ils se sont interposés, ils ont joué le rôle d'intermédiaire entre les communautés de développeurs de logiciels qui développent vraiment beaucoup de logiciels qui ne sont pas très connus et la masse des gens, le public en général, pour rendre ça ludique et intéressant d'explorer, de découvrir et d'essayer des solutions de remplacement à quoi? À Facebook, à Google Search, à Google Groups, à Dropbox, à YouTube, à Meetup, etc. Et donc, ils ont commencé en 2014 avec une première batch là, je ne me rappelle plus combien, là, une dizaine de services libres, et à tous les 6 mois, ils nous en faisaient connaître des nouveaux. Et essentiellement, dans ce projet-là, Framasoft n'a pas développé beaucoup de logiciels. Ils étaient vraiment dans l'idée de déployer des services en ligne utilisables par le web à partir de n'importe quel appareil, que ce soit un appareil mobile ou un appareil ou pas mobile principalement, et de montrer qu'il existait des solutions de remplacement, qu'eux-mêmes l'avaient déployé, qu'eux-mêmes ils sont une petite association, ils ont quand même quelques salariés, là, c'est pas comme facile, c'est que des bénévoles, donc c'est une autre paire de manches, mais eux, ils ont quand même une petite équipe, ils ont réussi à montrer qu'ils pouvaient se dégoogliser, comme ils disaient, et ils invitaient les gens à faire la même chose. Ça ressemble à quoi? Bon, ben voilà. Ça ressemble à ça. Ça, c'est la liste des services présentés sous forme de carte. Donc, on a par exemple Framadat. C'est quoi Framadat? C'est une alternative ou une solution de remplacement à Doodle qui permet de planifier un rendez-vous. Et c'est basé sur un logiciel que vous pouvez installer vous-même. Donc, si vous êtes une organisation, vous pouvez vous offrir votre propre Framadat. Je vous donne un exemple très concret. On va aller voir une solution de remplacement à Dropbox ou Google Drive, iCloud Drive. Ils ont proposé Framadrive. En fait, c'est pas l'exemple que je voulais vous montrer, c'était plutôt Dropbox. Ouais. Celui que je voulais vous montrer, c'était Framadrop, mais je vais le taper, c'est pas grave. Framadrop. Donc, il y a beaucoup de gens utilisent WeTransfer ou Dropbox. Bon, c'est quoi le problème avec WeTransfer et Dropbox? Ben, c'est que c'est des logiciels qui sont pas libres et puis il y a un pistage, un profilage de tout ce que vous faites. En termes de respect de la vie privée, c'est pas génial. Il faut vraiment faire une confiance aveugle à des entreprises qui ne méritent pas notre confiance. Et il existe au moins un logiciel libre qui permet de faire la même chose que WeTransfer, qui s'appelle Luffy. Let's Upload That File, qui a été développé par un Français, et qui s'appelle Luc Didry. Et Framasoft en a déployé une instance sous le nom de Framadrop. Et vous voyez comment se présentent les services en ligne de Framasoft. Il y en a une trentaine. Bon, il y a le nom ici, l'application, et elle nous explique prise en main, comment ça marche. On nous dit il y a un tutoriel vidéo ici si vous voulez savoir comment l'utiliser. C'est quoi le logiciel qui est derrière? Donc, transparence sur c'est quoi qui est derrière le service en ligne Framadrop. C'est Luffy, comme je vous disais. Si vous êtes informaticien ou informaticienne, voici même le code source. On l'a ici, le code source de Framadrop basé sur Luffy, c'est-à-dire ils ont cloné Luffy, ils ont fait quelques changements cosmétiques pour le brander entre guillemets sous le nom de Framadrop. Et ensuite, cultivez votre jardin si vous voulez vraiment savoir comment installer votre propre instance de Luffy et avoir votre propre service de partage de fichiers.
Ben voilà, ils ont fait les instructions en ligne, étape par étape. Bon, c'est très technique, ça s'adresse à des professionnels d'informatique, mais il reste que le but c'est de démocratiser les solutions de remplacement. Et pourquoi est-ce qu'on veut multiplier les instances? C'est parce qu'on s'oppose à la centralisation d'Internet qui est le problème numéro un d'Internet, si on veut, c'est très clair depuis les révélations d'Edward Snowden, c'est la centralisation qui entraîne toutes sortes de conséquences négatives, notamment au niveau de nos libertés, nos droits fondamentaux, nos libertés, mais aussi la concentration de pouvoir, de richesse. Donc là, ce qu'on veut, c'est décentraliser. Donc on prône des logiciels décentralisés ou mieux encore distribués. Mais bon, je ne rentrerai pas dans les nuances, mais un logiciel décentralisé, ça veut dire qu'il y a plusieurs serveurs. Donc nous, on a par exemple un client, on utilise notre navigateur, on est donc le client et on s'en va se connecter au serveur et on est en mode client-serveur et on décentralise en multipliant les instances serveurs qui peuvent être gérées en interne pour les besoins internes d'une organisation ou pour des besoins ou commercialement ou en mode communautaire ou en mode comme Framasoft, c'est gratuit, c'est limité là, en termes d'usage, mais c'est gratuit, faites-nous des dons si vous aimez ce qu'on fait. Et ça m'amène donc à parler tout de suite d'un autre projet qui a été initié par Framasoft. Donc Framasoft a été un peu victime de son succès, si on veut. Donc eux se sont retrouvés à avoir vraiment beaucoup de gens qui utilisaient leur service et en fait le but c'était pas que les gens ils quittent Google, Apple, Facebook, Microsoft pour aller chez Framasoft. Le but c'était qu'à travers de Framasoft, les gens installent des logiciels libres et s'approprient les logiciels libres, découvrent le logiciel libre de façon concrète en s'habituant à l'utiliser, en se déshabituant de l'utilisation de ce qui est pas simple, des services en ligne des GAFAM. Et donc, ils se sont dit, qu'est-ce que nous, on peut faire à Framasoft maintenant qu'on a un peu plus de visibilité? On s'entend que c'est relatif, là. Ils ne sont pas devenus très gros sur la scène internationale, mais dans le monde francophone, quand même assez connus. Plus en Europe, évidemment, qu'ici, mais quand même. Et donc, qu'est-ce que nous, on peut faire? Nous, on pourrait initier un collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, les chatons, pour faire connaître au grand public qui offre des services en ligne fiables, des services en ligne libres, éthiques, décentralisés, solidaires, suivant différents modèles économiques. Le modèle du don, le modèle des coopératives avec des membres de coopératives, des modèles peu importe, à destination de différents publics. Donc, carrément, on invite les gens à le faire pour leurs amis et leurs familles. Par exemple, moi, je suis informaticien, je pourrais... bon, sauf que dans les faits, j'ai pas beaucoup de temps parce que je milite beaucoup pour le logiciel libre, mais admettons que je m'ennuyais, je pourrais dire, ben voilà, moi, je m'offre mes propres services en ligne et puis j'en fais bénéficier mes amis, ma famille. Bon. Mais ça peut aller plus loin, ça peut être à destination de clients, ça peut être ouvert à tous, comme Framasoft, c'est faites-nous des dons. Et il y a 64 chatons, on voit que l'essentiel c'est en France, mais il y en a quelques-uns au Québec, et il se trouve qu'il y en a deux que je connais, parce qu'il y en a un des trois, je ne savais même pas qu'il y en avait trois, ça doit être nouveau qu'il y en a un troisième. Il y en a un qui est facile. Donc facile, même si c'est un projet très ambitieux pour nous, on s'est lancé dans la folle entreprise de déployer nos services faciles. On est toujours au stade d'être que des bénévoles. On a lancé quelques services. Ceux qui sont prêts à l'utilisation, il y en a trois. Il y en a un qui s'appelle Date Facile. C'est essentiellement une instance de Framadat que Framasoft a développé. Donc je vous disais tantôt, Framasoft n'a pas beaucoup développé de logiciels, mais Framadat c'est justement l'exception à la règle. Ils sont partis d'un logiciel libre qui était pas mal, mais qui avait pas une très belle interface, donc ils l'ont beaucoup modifié et ils l'ont appelé Framadat. Et nous on a notre propre instance de Framadat
qui permet de faire la même chose que Doodle, donc organiser des rendez-vous. Donc on a notre propre instance à l'adresse date.facile.service, l'adresse ici. Et on en a d'autres, on en a beaucoup en pré-production, c'est-à-dire pas prêts à utiliser par le grand public, mais qui sont qu'on peut déjà aller tester. C'est un peu comme notre gros bac à sable pour l'instant, mais ce qui est en production pour l'instant, c'est donc Date Facile. Ébauche Facile, c'est une suite bureautique légère qui est basée sur un logiciel qui s'appelle CryptPad. C'est une mini-suite bureautique, là, donc il y a un crypt drive. Tout ça est chiffré, là, c'est très, au niveau de sécurité, c'est vraiment top. Et les services, pardon, les modules de la suite, c'est un éditeur de texte. Bon, éditeur de code, ça intéresse plus les informaticiens. Il y a un petit truc de sondage, il n'est pas très sophistiqué, c'est pour ça qu'on a aussi Date Facile. Un éditeur de présentation, tableau blanc, mais on peut aussi utiliser son Crypt Drive pour partager des fichiers, etc. Et on en a un qui s'appelle Extrait Facile, qui permet de partager des messages. Donc souvent les gens ils s'envoient des mots de passe littéralement par courriel. C'est pas une bonne idée. Les gens qui vous ont donné ou qui vont vous donner la formation en sécurité informatique vont vous dire s'il vous plaît ne faites pas ça. Et nous on a une solution facile à utiliser pour partager des messages chiffrés. C'est une instance d'un logiciel qui s'appelle Private Bin, que nous on a appelé Extrait Facile, donc partage d'extraits de fichiers, extraits de code, et notamment mot de passe. Là, donc, souvent, cette culture-là vient du milieu informatique, donc les gens ils se partagent des extraits de code source ou des extraits de configuration de système. Voici comment moi j'ai configuré mon système, et ils s'envoient ça de façon chiffrée. Via le web, très facile à utiliser. L'autre façon, c'est de s'envoyer des courriels chiffrés, mais ça, je laisse les gens de la formation sécurité vous en parler. Voilà, donc je pense que je vais revenir à la présentation parce que je veux juste me souvenir moi-même où j'en étais dans ce que je voulais vous montrer. Je pense que j'en ai déjà montré pas mal concernant. C'est un peu agaçant de devoir recommencer au début à chaque fois, mais c'est pas grave. Paf, clic. Ouais, avoir su, j'aurais pas fait un effet de transition. Voilà. Donc j'en étais ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc je pense que j'ai pas mal fait le tour des googlisons. Peut-être je peux rentrer peut-être dans le détail à travers Framasoft. Quelques-uns des. Donc Framasoft aujourd'hui, à travers leur site des googlisons Tradition Internet, nous permettent d'explorer à travers deux façons. Donc on nous dit vous utilisez un service connu, point d'interrogation, découvrez les alternatives. Donc souvent c'est ça, les gens connaissent le nom d'une marque, c'est un produit, ils se demandent s'il y a un équivalent libre. Donc c'est leur point de départ, c'est j'ai le nom d'un produit en tête, donc ça permet d'y aller par nom de produit, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a qui est libre? J'utilise par exemple bon, ça c'est des trucs justement des choses courantes. Google Search ou Bing, ah ben oui, regardons ça, il y a des logiciels libres ou des services en ligne libres de remplacement. Voilà, il y a toute une longue liste ici, donc ça c'est une façon d'explorer. Et l'autre c'est on n'a pas de nom de produit nécessairement en tête, mais on a une idée de fonctionnalité là. Qu'est-ce que ça fait comme travail? Et là on part de voilà, donc de description de fonctionnalité pour montrer, voilà, si vous voulez un équivalent de Google Form pour faire des formulaires en ligne, on propose Framaform. Et on nous dit c'est basé sur quel logiciel? Framaform. Hein, c'est basé sur Drupal carrément et le module Webform.
Framagenda, donc pour remplacer Google Agenda, on a proposé Framagenda, qui est basé sur Nextcloud, qui est un excellent logiciel. L'ambition de Nextcloud, c'est vraiment de décentraliser le cloud. Là, donc, les gens, ils veulent leur partage de fichiers, partage de calendrier, partage de contacts. Et puis, souvent, ils se tournent vers Google, Apple, Microsoft, parce que c'est ce qui est le plus connu. Mais il existe des solutions de remplacement. Et il existe des fournisseurs. Vous avez parlé brièvement des fournisseurs. Donc, au Québec, nous, on est moins bien dotés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Ça, c'est ceux qui ont pris la peine de participer au projet Chaton. Mais il y a Kumbit, qu'on connaît. Mais eux, ce qu'ils offrent, c'est principalement de l'hébergement. Donc, ils sont moins dans l'offre de services applicatifs. Ils sont vraiment un hébergeur au sens classique là, du terme. C'est-à-dire qu'ils offrent d'héberger votre site. Ils vous offrent des machines virtuelles. Et ils ont aussi d'autres services là, comme faire des sites web, des choses comme ça. Nous, notre ambition, c'est d'offrir des services en ligne en échange de dons ou certains de nos services en ligne, donc les services faciles, seront à destination plutôt de nos membres, donc en échange de cotisation de membres. Et tout ça, évidemment, on est en terrain, on est en plein dans l'innovation sociale. Au cœur de l'innovation sociale, c'est de trouver les bons modèles économiques et de se faire connaître. On est à cette étape-là. Voilà. Donc, ça serait dans les grandes lignes ce que je voulais vous dire concernant les services en ligne libres, éthiques, décentralisés et solidaires. Je vous ai donné déjà des adresses. Là. Donc, il y avait dégooglisonsinternet.org, absolument incontournable, surtout pour les francophones. Donc, dans le monde anglophone, il y a souvent des équivalents. Là, ce qui est le plus équivalent dans le monde anglophone, c'est Rise Up, qui est pas uniquement anglophone, là, c'est international. Le français est une langue qui est souvent offerte. Mais Rise Up offre des services gratuits, mais c'est vraiment à destination des militants politiques. Donc, c'est du courriel chiffré, sécurisé, des listes de discussion, du chat, un accès VPN, des conseils de sécurité. Excellent, tout ce qu'ils font, c'est excellent. Mais Framasoft a une ambition vraiment plus de faire connaître les logiciels libres, c'est plus du côté de la convivialité, moins du côté de répondre aux besoins spécifiques de militants politiques là, qui pourraient être traqués par des gouvernements totalitaires ou moins totalitaires. Voilà. Donc, facile.service, ça c'est notre projet à nous, donc à surveiller. Il y a déjà quelques services que vous pouvez utiliser dès maintenant. Il va y en avoir plus au cours des prochains mois, prochaines années. Je retourne à ma petite présentation pour la troisième partie. Et désolé pour la lenteur. Ouais, j'aurais vraiment pas dû mettre d'effet de transition. Ça ralentit. C'est joli, mais... Et voilà. Troisième partie, des systèmes d'exploitation entièrement libres. Alors j'ai mis une image qui est un clin d'œil à l'époque où on faisait la promotion du logiciel libre en distribuant des CD-ROM. Alors on voit plein de distributions de logiciels libres. On encourageait évidemment les gens à faire des copies à l'infini. Et on a vraiment pensé à une époque qu'on allait changer le monde en distribuant des CD-ROM. Disons qu'on a changé le monde pour certaines personnes et certains milieux, mais on n'a pas changé le monde complètement. Mais ça semble... Ah, pardon. Donc, ça c'est les sites d'intérêt. Je vais mettre à jour, ça c'est pas à jour, j'en ai pas le plus à vous fournir. Qu'est-ce que je veux dire sur les systèmes d'exploitation entièrement libres? D'abord, un système d'exploitation, c'est quoi? Juste pour que tout le monde comprenne bien. Un système d'exploitation, c'est quand vous avez un poste de travail ou un ordinateur portable, un laptop. Typiquement, ce que vous avez dessus, c'est Windows. Ça, c'est un système d'exploitation. C'est le plus utilisé pour la bureautique, les ordinateurs de bureau, les stations de travail. L'autre, c'est macOS de Apple.
Ensuite, les appareils mobiles ont leur propre... on est là aussi en... Il n'y a pas beaucoup de concurrence chez les grands fournisseurs sont pour les appareils mobiles. C'est Android de Google euh, qui est distribué par Google même à travers leur ligne de produits Nexus, mais aussi il y a plein de revendeurs de Android. Android, c'est mélangeant, mais c'est en partie un logiciel libre. Mais ce qu'il faut savoir avec Android, c'est qu'on ne peut pas vraiment faire fonctionner un appareil mobile comme un téléphone uniquement avec le projet libre Android. Il faut nécessairement combiner Android avec plein d'autres trucs qui ne sont pas libres. Et ce qui fait que la plupart des appareils mis en marché avec Android dessus sont semi-libres. Et en plus, ils sont préinstallés avec tout ce qui ne devrait pas être là, le Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Donc, l'ensemble des services en ligne qui collectent massivement nos données et que nous, dans le milieu du logiciel libre, on combat. Donc, ce qu'il y a de mieux à faire dans le merveilleux monde des appareils mobiles, c'est d'utiliser F-Droid. Qu'est-ce que c'est que F-Droid? C'est un magasin, c'est un catalogue ou un magasin de logiciels libres pour Android. Pourquoi? Parce que quand on a Android, il y a un truc qui s'appelle le Google Play Store. Et puis, il y a très peu de logiciels libres là. Pourquoi? Parce que pour être autorisé dans le Google Play Store, il faut accepter des conditions inacceptables du point de vue de la plupart des développeurs de logiciels libres. Donc, c'est délibéré, là, c'était vraiment pour empêcher la diffusion du logiciel libre, dont certains concurrencent très fortement les produits de Google et compagnie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé un magasin alternatif, un catalogue complet, qui s'appelle F-Droid. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va sur f-droid.org et on s'en va télécharger F-Droid. Après ça, on a une app ou une appli en français là, sur son téléphone Android. Et quand on lance, on voit on peut explorer à partir de son téléphone ou de sa tablette j'allais dire un océan de logiciels, c'est peut-être pas un océan, mais enfin un très grand nombre de logiciels. Il y a énormément de ces logiciels-là qui ne sont pas destinés à monsieur et madame tout le monde, c'est des logiciels très geeks, mais il y a quand même, si on filtre là par les tops populaires, les plus utilisés, on voit qu'il y en a qui sont quand même destinés à monsieur et madame tout le monde, très facile à utiliser. Et au départ, le projet était plutôt... était pas très, la traduction française n'était pas extraordinaire, mais les dernières fois que je suis allé voir, moi, c'était quand même... le français est une langue quand même assez bien utilisée là, pour traduire les applications et la documentation. Pour les gens qui utilisent iOS sur leur iPhone et compagnie, malheureusement, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a une liste très courte de logiciels libres pour iOS. Et la façon d'aller trouver des logiciels libres en général, que ce soit pour appareil mobile ou pas, il y en a plusieurs. Je vais vous en montrer quelques-unes. Il y a Frama Libre, qui est un catalogue vraiment bien fait, qui nous donne accès... c'est l'annuaire du libre, c'est pas que des logiciels libres, c'est oui des logiciels libres, mais aussi des ressources libres, de façon plus générale. Donc des ressources pour s'informer, pour s'équiper en matériel, en logiciel, en données ouvertes, pour se cultiver, parce qu'il y a tout un milieu, là, il y a des écrits... il y a une culture du libre, donc il y a vraiment des gens qui... il y a des documentaires à propos du libre qui expliquent les enjeux d'Internet de notre époque, et des ressources comme des initiatives, des entreprises. Je le recommande pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il est en français, parce qu'il est assez complet, il est quand même assez intuitif, mais c'est imparfait, donc... je vous en propose d'autres. Il y en a un qui est vraiment très bien, qui est en français, qui est le portail logiciel libre dans Wikipédia. Donc Wikipédia, c'est gigantesque, et quand on va dans Wikipédia, on peut naviguer à travers le contenu.
qui est entièrement libre d'ailleurs. Donc Wikipédia, c'est un exemple de contenu publié sous licence libre, mais c'est pas des logiciels, c'est du savoir, de la connaissance. C'est des ressources éducatives libres aussi. Il y a un portail, donc on peut naviguer par portail. Si vous êtes par exemple sur la page d'accueil de Wikipédia francophone, vous tapez dans la boîte de recherche portail logiciel portail logiciel. Et voilà. Bon, il y a un portail du logiciel en général et un portail du logiciel libre. Et dans le portail du logiciel libre, on a vraiment beaucoup d'informations et éventuellement, on a une catégorisation de logiciels, des logiciels de bureautique, par exemple, qu'est-ce qui permet de remplacer la suite bureautique Office 365, qu'est-ce qui permet, il y a LibreOffice et compagnie, qu'est-ce qui permet de... voilà. Donc, des applications Internet, de collaboration en ligne, de travail collaboratif, etc. Il y en a énormément. Il y a aussi des trucs là, plus techniques, là, des logiciels serveurs, des logiciels pour l'administration, de la programmation, etc. Ce qui est très bien. Là, j'ai mis l'emphase sur le français. Si l'anglais, vous vous débrouillez bien en anglais, il y a le catalogue de la Free Software Foundation, qui est le Free Software Directory. Où est-ce que... Resources. Free Software Directory. 15 000 logiciels libres classifiés selon les critères très techniques et à la fois très techniques et très éthiques de la Free Software Foundation. Donc, les logiciels qui sont dans la liste des High Priority Projects de la FSF, donc les logiciels qu'on doit absolument développer ou améliorer pour se libérer des nouvelles prisons qu'on crée sans cesse pour emprisonner les gens dans leur usage de l'informatique. Ensuite, des logiciels pour l'édition, l'éducation, etc. Des logiciels qui sont via interface web ou en ligne de commande ou pour le bureau, pour les appareils mobiles. Des logiciels libres pour le milieu des affaires, etc. Et donc ça c'est quand même un très bon répertoire aussi. Et il y en a un autre que je vous montre parce que je m'en sers beaucoup. Mais on ne doit pas y aller sur ce site-là. C'est alternative2. On ne doit pas aller sur ce site-là sans un bloqueur de pub. Il y a vraiment un pistage assez important, là. Donc c'est gratuit. Puis eux, ils ont décidé de se financer à travers la collecte massive d'informations. C'est un peu décevant. Des fois, on est un peu pris pour utiliser des services en ligne parce que dans les faits, ils sont très pratiques, mais ultimement, on aimerait bien s'en débarrasser parce que, en tout cas, personnellement, je suis contre. C'est écrit Crowdsourced Software Recommendation. C'est vrai, mais ultimement, les données qui sont produites n'appartiennent pas à la communauté et on se permet de produire des données qui sont revendues après. Et bon, voilà. Si c'était l'unique façon de produire des bases de données, peut-être qu'il faudrait vivre avec, mais en fait, il y a plein de projets alternatifs. Je vous ai montré Framalib, il y a moyen de constituer des bases de données. Mais une des plus complètes au monde reste Alternative2, donc ça arrive que je suis moi-même, en tant que professionnel de l'informatique, contraint de passer par Alternative. Il y en a d'autres, hein. Alternative, il y en a d'autres qui existent. En fait, il y a vraiment beaucoup de trucs comme ça, mais un des plus gros, c'est clairement alternative2.net. Comment ça fonctionne? C'est on tape le nom de ce qu'on cherche. Par exemple, bon, j'ai pas beaucoup d'imagination, on va dire Adobe Photoshop. Donc, Adobe Photoshop. Est-ce qu'il existe des alternatives? On nous présente une liste d'alternatives à Adobe Photoshop. Ben, d'abord, on nous montre évidemment Adobe Photoshop, mais les alternatives, et on peut filtrer par plateforme, donc Windows, Mac, ou bien par licence. Et en choisissant Open Source, on se retrouve à avoir des alternatives libres à Photoshop.
Et là, étonnamment, c'est peut-être parce que j'ai mis le mot Adobe que... Attendez là. Parce qu'il y en a un qui s'appelle GIMP qui devrait être le premier dans... Ah, voilà. Bon. Apparemment, c'est mieux de mettre juste le nom du produit. Et il y a GIMP Shop qui est en fait un dérivé de GIMP. C'est quand même bizarre qu'ils ne mettent pas GIMP. Je suis pas surpris que GIMP tout court soit pas là. Enfin, c'est mon problème. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Ah oui, donc là je vous ai parlé de F-Droid, de où chercher des logiciels libres. Le poste de travail maintenant, Windows, macOS, c'est quoi les solutions de remplacement? Alors là, il faut rentrer dans le monde merveilleux de ce qu'on appelle les distributions de GNU Linux. Alors, il se trouve que il n'y a pas un produit qui est un logiciel libre qui remplace macOS ou Windows. Il y a un grand ensemble de logiciels qui sont distribués pour fournir des systèmes d'exploitation complets avec même applications fournies. Et la meilleure façon d'explorer tout ça, c'est d'abord de connaître les distributions les plus connues. Je vais vous montrer où est-ce que je voulais... Ah ouais, c'est ça. On va y aller avec Framalibre. Framalibre, par exemple. On va taper... Bon. Ok. Donc ça a l'air que mon exemple est pas très bon. Je vais y aller avec le portail de... Là, je réfléchis fort parce que je cherche quelque chose en français. En anglais, ce serait relativement simple, mais en français... donc, il y a des distributions de GNU Linux. On en présente quand même un certain nombre ici dans le portail du logiciel libre de Wikipédia. On a Debian, Fedora, Gentoo, bon. Et on en a une belle liste ici. Je vais vous en parler dans les grandes lignes, comment ça fonctionne. Pour les ordinateurs de bureau, il y a des grandes familles de distributions. Il y a celles qui gravitent autour de Debian, celles qui gravitent autour de Fedora, Red Hat. Et ensuite, il y en a d'autres. Il y en a vraiment beaucoup qui sont moins connus, mais quand même qui sont méritoires. On nous dit ici dans les distributions communautaires et grand public, on nous dit OpenSUSE, mais OpenSUSE, je le vois plus comme utilisé en entreprise. Fedora, ça clairement, les gens l'utilisent beaucoup à la maison. Linux Mint l'utilise beaucoup à la maison. Ubuntu, etc. Debian n'est pas là, mais voilà. Debian, c'en est un. Alors, est-ce que je peux vous en recommander une? En fait, c'est un peu compliqué. Je pourrais, moi, vous en recommander une, mais c'est préférable de vous donner quelques indications sur comment vous-même vous y retrouvez dans le merveilleux monde des distributions. Alors, il faut savoir que quand on utilise un système d'exploitation libre basé sur GNU Linux, à travers une distribution qui peut s'appeler Debian, Fedora et compagnie, on a à faire un choix du bureau de l'environnement graphique. Alors, quand on est avec Windows, on a un environnement graphique qui est celui de Windows. Quand on est avec macOS, on est avec l'environnement graphique de macOS. Mais dans le monde du logiciel libre, on a du choix. On a le choix de dire, moi j'aime bien l'environnement graphique GNOME, donc je vais y aller avec GNOME. Et là, on peut utiliser l'environnement graphique GNOME, environnement de bureau, la suite d'applications de bureau, pas de bureautique, mais de bureau. Un bureau, c'est par exemple ce que vous voyez en ce moment. Vous ne le voyez pas beaucoup là, parce que j'ai mis la fenêtre plein écran, mais
moi j'utilise GNOME en ce moment, je l'utilise à travers Ubuntu. Mais je pourrais utiliser GNOME à travers Debian, la distribution Debian, à travers la distribution Arch Linux, à travers la distribution Fedora, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être un peu mélangeant tout ça. Là. Je suis conscient que je vous balance plein de noms de projets, mais c'est interopérable. Donc GNOME, le fait de choisir GNOME avec, on va dire, la distribution Ubuntu qui est très, très populaire, qui est produite par une entreprise qui s'appelle Canonical, eh ben, GNOME est compatible, ne nous empêche pas d'utiliser des applications qui ont été conçues pour l'autre environnement bureau très, très populaire, très connu, qui s'appelle KDE. Et il y en a 2 ou 3 autres qui sont quand même beaucoup utilisés, XFCE, LXDE. Pourquoi est-ce que ces deux-là sont devenus populaires? C'est que GNOME et KDE ne visaient pas spécifiquement à utiliser peu de ressources. On voulait plutôt utiliser la grande puissance des ordinateurs d'aujourd'hui et souvent, pas toujours, mais souvent grande quantité de mémoire vive dans les ordinateurs pour une expérience inoubliable. Alors que du côté de LXDE et de LXCE, ce qu'on voulait, c'était offrir un environnement bureau simple à utiliser, léger, notamment pour pouvoir réutiliser des vieux ordinateurs. Donc, dans l'idée dans un esprit là, de faire durer longtemps les ordinateurs, de longévité de ces équipements informatiques, mais aussi de recycler des vieux ordinateurs, de réusiner des appareils. Il y a LXDE, XFCE, qui sont des environnements de bureau. Et je pourrais vous le montrer à travers une capture d'écran, là, par exemple. Ça, c'est l'environnement de bureau GNOME. Vous voyez, il y a une barre ici, une barre de raccourci avec une icône ici, là, une planète avec une flèche, on devine que c'est un navigateur web. Un haut-parleur, on devine que c'est une application de la musique. Un espèce de cabinet, on devine que c'est pour la gestion de fichiers. Et des trucs typiques là, comme l'heure d'aujourd'hui, des indicateurs en haut, là, est-ce qu'on est branché sur le réseau, le contrôle du volume, etc. Ça, c'est GNOME. Et il y a des applications qui ont été conçues spécialement pour GNOME, ce qui fait que ça harmonise parfaitement avec cet magnifique environnement que moi j'utilise, que je trouve très bien. Mais les applications pensées pour GNOME vont quand même très bien fonctionner si on utilise KDE. Si on utilise KDE, on a ce look-là qui ressemble, qui est plutôt proche de Windows, quoique Windows a changé beaucoup au fil du temps, mais je pourrais utiliser une application conçue, pensée pour GNOME dans KDE. Bon, évidemment, c'est plus beau et plus harmonisé, mais il y a certaines applications qui sont vraiment meilleures. Par exemple, KDE a une application de montage vidéo qui s'appelle Kdenlive. Je ne suis pas sûr de le prononcer comme il faut, là, mais pour faire du montage vidéo, il y a Kdenlive. Et du côté de GNOME, il y en a un autre qui est très bien, qui s'appelle PTV, mais qui n'est pas aussi mature en termes de développement. Donc, beaucoup de gens vont aller tout droit vers une application, évidemment, qui peut être utilisée dès maintenant, là, qui est stable et qui a une grande communauté d'utilisateurs, etc. Voilà. Donc, ça, c'est pour les environnements de bureau. Et les distributions, ben voilà, le merveilleux monde des distributions. On les reconnaît par leur logo. Là. Donc on a une liste ici dans la Wikipédia francophone. On nous liste aussi les distributions pour appareils mobiles là, comme Android dont je parlais tantôt. Mais par exemple, pour les ordinateurs de bureau, il y a des distributions spécialisées. Hein. Donc je vous ai parlé de Debian, Ubuntu, Fedora. Et puis ça, c'est des distributions qui ont des variantes spécialisées. Par exemple, Ubuntu préconfiguré avec GNOME, Ubuntu préconfiguré avec KDE. Mais il y a aussi Ubuntu Studio préconfiguré avec tout ce qu'on a besoin pour faire du montage
audio, vidéo, faire de l'édition et du montage audio vidéo. Et il y en a qui sont spécialisées. Parmi celles qui sont spécialisées, qui sont vraiment très intéressantes, il y a, j'ai un blanc de mémoire là, il y en a qui sont pensées pour le milieu de l'éducation, et notamment Edubuntu. Il y a, attendez que je me rappelle. Andy, bon, enfin, il y en a beaucoup ici. Enfin, vous comprenez le principe. Il y en a qui sont très marginales là-dedans. Là, ce serait un cul-de-sac d'aller essayer ça. Vous seriez parmi les peut-être 400 personnes au monde qui utilisent ça. Il y en a qui sont utilisés dans le milieu de scientifique. Il y a notamment Scientific Linux qui existe. Ah voilà, ça y est. Tails qui est dérivé de Debian. Il y en a vraiment beaucoup qui sont dérivés de Debian. Ultimement, notamment Ubuntu qui est le dérivé de Debian qui est devenu gigantesque, quand même assez gros à l'échelle internationale. Le système dont je voulais parler brièvement, c'est Tails. Donc ça, c'est une distribution qui a été pensée pour, par exemple, les journalistes sans frontières là, qui s'en vont qui s'en vont à l'étranger dans des pays où peut-être que leur sécurité est menacée. Donc, on les invite à utiliser Tails, notamment pour se protéger, être le plus anonyme possible sur Internet. Donc le projet Tails vise à démocratiser finalement la haute sécurité informatique. Voilà. C'est un exemple d'un projet très particulier. Je vais conclure sur un dernier truc. C'est quelque chose un projet qui n'a pas d'équivalent québécois, mais qui devrait et pourrait en avoir un, qui est le projet Libre Association. Donc, nos collègues de l'April ils ont un comité association, c'est-à-dire le secteur communautaire, le OSBL, qui a produit un guide, le guide Libre Association, qui présente différents logiciels libres utiles pour le monde associatif. Et là, je pense que je l'ai retrouvé immédiatement, le guide, mais bon, j'étais sur la page d'accueil, ça ne devrait pas être compliqué de trouver ça. Guide, voilà. Voilà. Alors, il y a le guide qui a été produit donc par le collectif Libre Association. Il y a Framabook qui en a fait une édition. Et ça, c'est un projet qui mériterait d'être adapté pour le Québec, c'est-à-dire faire une édition québécoise du guide Libre Association vous pouvez quand même aller voir la version française, qui est très intéressante, mais qui a été pensée pour les Français. Et ça donne, par exemple, donc PDF couleur, paf, PDF, ça ressemble à ça. On présente une quarantaine de et paf, voilà. Donc c'est présenté, c'est des fiches logicielles. Bon, évidemment, pourquoi le guide, blablabla. J'espérais arriver à un exemple de fiche là. Voilà. Okay. Bon. Voilà. 26. Ah oui, ça c'est une brochure, le catalogue libre. Voilà. On est rendu dans les fiches logicielles. Comment? Ah mon dieu. J'aurais dû lire la table des matières et choisir ma page en conséquence, mais ça vous donne une idée du guide. 78 pages au total. Voilà.
Ben voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère avoir rien oublié. Je crois pas. Je vais mettre à disposition la présentation que j'ai utilisée pour vous parler du logiciel libre. Et puis, il va y avoir donc des liens là. Vous allez pouvoir cliquer directement pour vous rendre sur tous les sites que je vous ai présentés. Là, j'ai beaucoup utilisé le web pour vous montrer les projets et les logiciels et les services en ligne. Et voilà, ben, je vous remercie d'avoir participé à cette formation. Voilà.